quelque part, soit ça va aller vers une société effectivement plus collaborative, plus démocratique, plus participative, grâce à Internet, grâce au libre, grâce justement qu'on va prendre conscience de ces choses-là, qu'on va être de plus en plus de créateurs et qu'on va plus collaborer. Soit effectivement on va tomber dans l'inverse, transhumaniste, globalisé, voire même un peu des deux en même temps. C'est déjà un peu le cas, et ça risque d'être encore le cas dans les prochaines années. Et c'est des enjeux à prendre conscience maintenant. Commencer à se dire ah bah ouais merde quand même il y a tout ça qui est en train de se passer et il faut rester vigilant. Il y a une nouvelle politique qui émerge. Pour le moment on se dit que ça va parce que tu te dis bon c'est Google, c'est rien, c'est juste pour cibler de la publicité. Sauf que là quand tu vois le projet loi renseignement, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. On est en train de légaliser là la surveillance générale de la population. Mais il y en a plein qui disent mais il faut relire 1984 quoi. Ils sont en mode mais ça va pas les gens, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer quoi. Hey, salut, j'espère que ça va bien chez vous. J'avais super envie d'enregistrer un podcast avec Dani Caligula pour plusieurs raisons. Alors d'abord, parce que cette chaîne Doxa est excellente. Ensuite, parce que nous partageons tous les deux un amour fou pour le jeu Xenoblade Chronicles. Il faut ce qu'il faut pour que ça se rapproche. Mais surtout parce qu'il a une vision qui est très très personnelle de l'engagement politique. Et je voulais entendre son raisonnement, je voulais comprendre sa philosophie politique qui va vous faire voir le monde sous un autre angle. Parce que c'est ça aussi la politique, c'est comment est-ce qu'on règle des problèmes qui ne peuvent pas se régler d'une seule façon et comment est-ce qu'on recherche tous ensemble à aller bien et à régler des questions qui vont nous faire vivre mieux. Dani Caligula, c'est tout ça. Il va nous parler de son engagement politique, de sa vision du truc. Alors on partage les mêmes valeurs humanistes, mais vous allez voir que sa vision de l'engagement politique n'est pas forcément celle qu'on a pu apprendre en cours d'éducation civique par exemple. Et puis surtout on va revenir sur son parcours, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce qu'il a mis un pied dans la philo. Dani Caligula est dans Qui sont ces gens et ça fait carrément plaisir. En fait, c'est assez marrant parce que je trouve que sur Internet, la philosophie, en général, c'est si tu critiques quelque chose ou si tu trouves qu'il manque quelque chose, au lieu de rester à critiquer, fais-le. Et je pensais vachement ça, mais je le faisais pas pour moi-même. Et donc, j'avais tendance à critiquer et à dire « Ouais, c'est nul, la philo, elle est mal représentée, etc. » et à rien faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, je suis peut-être pas le meilleur, mais si personne s'y met, va falloir que je le fasse, quoi. Il y avait vraiment cette pensée-là. Mais après voilà il y avait tout le problème quoi. Je pense que peut-être des apprentis vidéastes connaissent bien le matos, la motivation, puis aussi l'humilité quoi, de se dire vraiment ouais non mais je vais pas y arriver, et donc j'étais assez démotivé. Sauf que ce qui s'est passé c'est que j'ai créé un site pour commencer. Je me suis dit je commencerai par écrire des petits trucs et voilà. Et j'ai créé un site qui s'appelle solitude.fr, solitude avec un S, voilà c'est ça. Et j'ai commencé à me dire je vais faire des interviews. Alors j'ai fait une interview de Pierre Carl, donc qui est un réalisateur de documentaires qui notamment dénonce un peu le système médiatique et politique. Un peu à la manière des nouveaux chiens de garde, c'est ça, documentaire qui expliquait tous les liens de connivence entre C'est exactement ça. Pierre Carl fait ça depuis maintenant, je sais pas combien de temps. Ça fait peut-être 20 ans, peut-être 30 ans qu'il fait ça. Et il a fait un film qui s'appelle DSK Hollande, etc. Il a fait Pas vu, pas pris, qui sont ses plus connus. Il a fait un film sur Pierre Bourdieu aussi. Qui est, grand philosophe. Un sociologue plutôt, mais oui, on peut dire aussi qu'il est philosophe. Hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il nous en voudra pas trop. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait cette interview-là. Et après, je voulais enchaîner avec une interview d'Usul, qui à l'époque me plaisait bien, justement, parce que je trouve que c'est celui qui a un peu amené ça, ce côté plus culturel dans le podcast. Parce qu'il y avait vraiment une écriture, il y avait un personnage, et je trouvais ça assez intéressant. Et je l'ai contacté sur Facebook. Alors, je me rappelle, je tremblais en le contactant. Je l'ai contacté en lui disant vraiment voilà, moi j'ai pas envie de te dire c'est quoi tes jeux vidéo préférés, j'ai pas envie de te saouler avec des questions comme ça, je veux qu'on parle politique, je veux qu'on parle philosophie. Il m'a répondu assez rapidement et du coup on a fait un Skype pour faire cette interview. On n'a jamais fait l'interview mais on a discuté super longtemps et on est venu à un moment sur justement cette volonté que j'avais peut-être de faire des vidéos de philosophie, et lui il m'a dit non mais fais-le, vas-y vraiment, etc. Enfin, il m'a bien boosté à le faire. Et je me suis du coup, dans le mois d'après, j'ai tout fait un peu en mode allez, tant pis, on se jette à l'eau. Et j'ai mis ça. Et puis ouais, au début, je me souviens l'avoir partagé sur mon mur Facebook. Je devais avoir quoi, 50 amis, une connerie comme ça. Ouais. Et les premiers commentaires c'était mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu fais ça. Donc j'ai commencé un peu à stresser. Je me suis dit c'est bon, j'en ferai plus jamais. Et puis après justement, Usul a dit ah non mais c'est sympa. Il a partagé sur sa page et j'ai eu peut-être 400, 500 abonnés. Et c'est là que ça a commencé, et il y avait des gens qui disaient non c'est bien, continue, et j'ai fait voilà,
C'est comme ça qu'on devient vidéaste né. sur YouTube. Mais c'est marrant, il y a un palier quand on devient vidéaste, il y a un palier où on sait qu'on va présenter des vidéos à nos potes pour commencer, et on sait que nos potes vont faire mais pourquoi tu fais ça quoi. Oui, c'est pas forcément de nos plus proches amis, nos plus proches amis que ça va venir en fait l'encouragement pour se lancer. Bah, mes plus proches amis savaient à peu près puisque c'était mes colocs à ce moment-là, donc ils savaient ce que j'étais en train de faire. On les voit d'ailleurs dans la vidéo. Je pense qu'ils regrettent énormément aujourd'hui parce que la vidéo forcément elle est moins bien. C'était sur quel sujet ? C'est sur la liberté, être libre et penser par soi-même. Je voulais commencer par ça me semblait un peu essentiel. Puis c'était un sujet assez facile à faire. On a suivi une structure de dissertation pour essayer de rester assez simple au début. Parce que pareil, écrire une vidéo, c'était la première fois que je faisais ça. Enfin, tout, c'était le montage, la réalisation, jouer aussi, enfin présenter. Montrer ta tête, première quoi. fois, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'étapes et du coup, on sait pas trop comment on va faire. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie à ce moment-là ? Je faisais des études de philosophie. Je suis pas très ami des études en général, mais c'est grosso modo, je faisais ça, quoi. Et je m'étais dit, en fait, j'avais fait une première année à Montpellier qui s'était très mal passée. Et quand je suis arrivé à Toulouse, je me suis dit je vais me mettre par correspondance, comme ça je vais avoir du temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai créé mon site et ensuite j'ai enchaîné avec les vidéos, puis les vidéos m'ont pris vraiment du temps, beaucoup de temps, mais j'ai bien fait parce que sinon j'aurais été incapable de faire ça, je pense. Je plains vraiment ceux qui ont un vrai métier ou des études et qui font des vidéos à côté parce que ça prend tellement de temps. T'arrives à en vivre aujourd'hui de Doxa ? Bah moi j'estime que oui, je gagne ce que je gagne avec Tipeee, donc 400 € en moyenne par mois. C'est pour plein de gens, c'est vraiment pas beaucoup et c'est horrible, etc. Mais pour moi, ça me convient. Faut savoir que je vis à Toulouse quand même, que je suis en colocation, que je suis célibataire, donc forcément mes charges sont minimales. Mais en fait, à partir du moment où je mange bien, et c'était pas du tout le cas avant, parce que les conditions étudiantes, je pense qu'il y en a qui connaissent bien. Tu vis, enfin moi je vivais avec rien, quoi. Je devais me rester 40-50 € pour bouffer pour le mois. Et là maintenant j'ai de quoi manger, donc je suis quand même content et j'estime vivre. Enfin voilà, je peux me ramener à Paris de temps en temps, je peux participer à des événements. C'est ça, j'ai un gros ordinateur, je vois pas de quoi me plaindre. Mais c'est vrai que peut-être que pour une situation plus complexe de famille ou quoi, c'est sûrement pas assez. Mais moi j'estime en vivre. Après voilà, clairement je suis encore bien en dessous d'un SMIC aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la philosophie au début ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit tiens j'ai envie de faire de la philo et d'en faire sur internet ? Ma vie personnelle, tout simplement. À la base, je suis pas quelqu'un qui, je pense, a été prédestiné à la philosophie parce que je viens d'une famille relativement pauvre. J'ai grandi d'abord dans le 94 à Thiers, pas loin. Et puis voilà, quoi, j'étais pas très intellectuel, même si je pense que j'avais une personnalité assez solitaire qui se prête bien à l'introversion, mais j'étais pas très intellectuel. C'est quand j'ai eu vers 15-16 ans, je me sentais très très mal dans ma peau, j'étais très dépressif. La question du sens de la vie m'obsédait, je trouvais tout absurde en fait. J'étais là tout le temps, mais c'est absurde, les choses sont absurdes. Pourquoi est-ce que les femmes ont des jupes et pas les hommes pourquoi est-ce qu'on est obligé de manger? Pourquoi on doit aller à l'école? Mais vraiment toutes les questions, quoi. Mais tout m'obsédait. C'est pourquoi les coccinelles, il y en a qui ont des taches comme ça. Enfin, je comprenais vraiment pas. Vraiment. Et ça te cramait le cerveau. Mais totalement, je pensais à ça. Et encore aujourd'hui, je pense à ça tous les jours. Hein. Je pense à ça tout le temps. Et je trouvais la vie, comme elle était absurde, elle ne méritait pas d'intérêt. Je la trouvais horrible. En plus, il y a les injustices, il y a la violence, il y a ces choses-là que je trouve encore plus absurdes et qui rendaient la chose complètement inconfortable. Et donc voilà, j'étais dans cette tête. Alors déjà, quand on est adolescent, on est assez mal dans sa peau, on est mal dans son corps en général. Mais on regarde Matrix. Oui, voilà, c'est ça. Et j'avais ça, plus ces questionnements incessants. J'étais vraiment très, 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 très mal à l'aise. Et j'étais du coup assez suicidaire aussi. Et je suis tombé sur le livre Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. En fait, j'aimais bien lire, je lisais Camus et j'osais pas trop aller vers les essais parce que le mot essai me faisait peur. J'avais l'impression que c'était réservé pour les grands, quoi. Et en fait, la première phrase, c'est « Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Et donc après, clairement, la question du sens de la vie, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et c'est un livre qui parle de ça, et du sentiment de l'absurde, de la sensibilité absurde, et qui développe une philosophie à partir de ça. Donc toi, c'était le bouquin qu'il te fallait à ce moment-là. C'est ça, en fait. C'est vraiment, je me souviens, je sais pas, je devais être dans un Intermarché, Auchan, j'en sais rien. Et je lisais le début du bouquin comme ça, et j'ai lu les 10 premières pages un peu en mode « Oh là 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 là, c'est quoi ce truc de taré ?» Et en comprenant la moitié des mots, tu vois, mais en étant là « Oh là là, c'est dingue !» Et du coup, je l'ai acheté comme ça, quoi, sur le fait. Et je l'ai dévoré, je pense, dans la journée.
Et puis je suis devenu complètement obsédé de ce bouquin. Je me suis mis à rechercher toutes les références. Alors, manque de peau, par exemple, la première référence c'est Nietzsche, page 2. Donc je me suis farci Nietzsche derrière. Et quand tu commences en philo, je conseille pas forcément de commencer par Nietzsche. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 15 ans, 16 ans. C'est entre 15 et 16 ans, ça. Et après, de porte en porte, de référence en référence. Mais c'est vraiment une obsession à la base. Limite un peu malsaine, je pense. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a complètement permis de relativiser, d'assumer ce que je pense, etc. Notamment le doxa sur le sens de la vie, qui est un de mes plus personnels. Ouais. Je cite cette phrase qui a changé ma vie, clairement. Enfin, pas changé, plutôt transfiguré, puisque les choses changent pas. C'est toujours tu vis toujours dans le même endroit, sauf que tu n'as plus du tout le même regard sur eux. Et c'est ça qui est très important. Et qui est le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie. Et en fait, ça c'est, mais oui, mais pourquoi je me prends autant la tête avec cette question, quoi? Alors qu'en fait, les choses sont comme ça, elles sont comme elles sont, et c'est très agréable aussi. Mais c'est pas une forme d'acceptation, enfin c'est pas un truc qui est vachement dur à faire, c'est la résignation un peu, non? Non, c'est l'acceptation, c'est pas forcément la résignation, justement. Parce que résigner, c'est comme s'il y avait un sens et que je ne l'acceptais pas. Je pense que ça serait plutôt ça. Si on me disait la vie c'est comme ça, et je dis non, c'est pas comme ça, là ça serait de la résignation. Là le fait est, je crois, après voilà, c'est mon opinion personnelle, il y a d'autres philosophes qui sont pas du tout d'accord avec ça, mais que la vie n'a pas de sens, vraiment, que rien dans le monde n'a de sens, ou en tout cas qu'on ne peut pas comprendre nous. Du coup, à quoi ça sert de se prendre autant la tête avec cette question, et d'accepter en fait justement ce qui est la réalité comme elle est, et que les coccinelles ont des points noirs, et que les tartines tombent parfois du mauvais côté. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont angoissantes, on peut aussi apprendre à les accepter. Et après, c'est une vraie philosophie aussi derrière, de justement accepter l'absurde, l'embrasser, vivre avec, et puis tout ce que ça implique dans la vie, puisque ça permet aussi derrière de relativiser beaucoup de choses, notamment toutes les constructions humaines, tous les narratifs, et là on peut aller très loin, on peut aller contre la morale, contre la religion, par rapport à la société aussi, relativiser justement un papa et une maman. Je disais, quand j'étais jeune, je pensais ça, mais naïvement, pourquoi les femmes portent des jupes et pas les hommes, non, maintenant, c'est très drôle de se rendre compte que oui, effectivement, il n'y a peut-être pas forcément un sens derrière tout ça, si ce n'est celui du genre, de la société dans laquelle on vit, du moment, de l'époque. Et ça permet derrière quand tu acceptes cette idée première que le sens de la vie n'existe pas, tu peux commencer à relativiser des idées vachement plus importantes, plus polémiques aussi peut-être, et à t'intéresser à justement, tiens... Tu resitues un questionnement en fait, tu redéfinis une autre échelle de questionnement. Après, il y a des gens, ça leur arrive après. J'en connais plein qui d'abord déconstruisent tout, et on arrive à un moment à l'angoisse de merde, et du coup, rien n'a de sens en fait. Mais moi, ça a été l'inverse. Ça a commencé d'abord par cette question-là qui était omniprésente dans ma vie, et j'ai continué dans cette direction, quoi. Alors maintenant, quelle question te pousse à aller de l'avant dans la vie? C'est quoi tes questions moteurs? Ah, c'est intéressant. Je pense que ça l'est toujours un petit peu. Cette question-là, parce que j'ai quand même toujours encore tendance, même si j'admets que la vie est absurde et que je trouve ça fabuleux, et que maintenant je m'en réjouis plus que j'en angoisse, il y a encore plein de fois dans ma tête où je pense que c'est absurde. Mon premier réflexe à chaque fois que je fais quelque chose, c'est de penser que c'est absurde. Donc mine de rien, ça reste, je pense qu'on ne change pas vraiment à ce niveau-là. Après, dans les questions aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la connexion au sens large, c'est-à-dire à la fois la relation avec les autres personnes, mais aussi la relation avec le monde, c'est-à-dire avec l'ensemble des animaux, mais aussi de la planète, du cosmos, par rapport à son propre corps, etc. En ce moment, c'est vraiment les questionnements qui m'habitent un peu, et je cherche justement à trouver peut-être comment communiquer ça, quoi. Parce que je pense qu'on est dans une société qui est un peu vide de sens, et là dans un mauvais sens. C'est-à-dire que beaucoup de gens ressentent un vide intérieur très, très profond, très puissant, et qu'il y a un vrai manque de communication aussi. On a l'impression qu'on va être jugé tout le temps dès qu'on dit quelque chose. On a l'impression que le monde entier nous en veut d'être ce qu'on est, etc. Et qu'on ne peut pas aborder les vrais problèmes, qu'on ne veut pas parler, on ne peut pas poser les bonnes questions, etc. Et moi, je m'intéresse vachement à ça. Comment est-ce qu'on peut rétablir là cette connexion entre les individus? Comment est-ce qu'on peut rétablir la communication, le partage, la collaboration? Comment trouver du sens? Voilà. Oui, c'est ça. Créer en tout cas notre éthique, notre sens, on peut dire ça comme ça. Créer un environnement qui nous permette de tous nous améliorer, tout simplement.
Et alors tu penses à quoi par exemple? Parce que trouver du sens, une des premières réponses à cette quête de sens a été la fondation des religions, Mm. qui a été très très vite détournée en outil de prise de pouvoir politique. Mm. Ceux qui ont vu la dernière saison de Game of Thrones peuvent en témoigner. Je sais pas si tu suis la Oui, série. je suis très donc bien. tu J'ai vois. envie de voir le dernier épisode là à l'instant. Donc Enfin, c'est hier, l'épisode 8 au moment où on parle. Donc si ça se trouve, au moment où l'épisode, enfin où cette interview sortira, on sera en train de bouffer nos chapeaux et Oui, que probablement. nous n'avons pas. Et, mais du coup, est-ce que ça passe par une forme de religion, par une forme de spiritualité? Est-ce que c'est un truc un peu mystique que tu cherches ou est-ce que c'est plus concret? En fait, il y a plusieurs choses à distinguer. Effectivement, la religion s'est créée sur ces angoisses-là. Je pense que clairement, par exemple, l'angoisse de la mort, on va prendre l'angoisse la plus simple et la plus évidente. Clairement, l'idée d'un au-delà, d'une âme, d'un corps méprisable et donc d'une âme qui, elle, peut continuer parce que le corps périt mais pas l'âme. Toutes ces choses-là sont rassurantes, sont anxiolytiques, c'est leur fonction première. C'est pas forcément un mal, on a tout à fait le droit de vouloir être rassuré par rapport à des angoisses comme ça. Et clairement, il y a de la construction à ce niveau-là. Je pense qu'il y en a aussi, et pas que dans la religion, je vois plein d'athées qui se donnent, qui se créent des narratifs qui les conditionnent en fait à se rassurer, à aller mieux, à avancer. Enfin, on est tout le temps en train de se raconter des histoires. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. On n'est jamais, par exemple, le méchant de sa vie. Dans le narratif, même quand on se déteste, même quand au fond on n'a pas vraiment d'estime de soi, on est toujours en train de se rassurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait la bonne chose. C'est d'ailleurs un des fonctionnements les plus basiques du cerveau et du bonheur. Il y avait un super TED là-dessus d'un neuroscientifique qui s'intéressait à la question du bonheur et qui a regardé plein de trucs et qui te raconte que voilà, vous voulez savoir comment être heureux, et il raconte 4 exemples. Il raconte l'exemple, je crois, d'un type qui a été en prison et qui est qui était innocent, qui était en prison, qui en est ressorti au bout de 70 ans et qui a dit c'était génial. Il raconte l'histoire de, alors je sais plus son nom, alors là on va m'insulter, mais c'est par rapport aux Beatles. Il me semble qu'ils ont changé de batteur à un moment juste avant de devenir extrêmement très connus, et justement ils ont retrouvé cet ancien batteur là. Je sais pas si c'est un batteur ou un guitariste. Qui était avant Ringo Starr, non? Ouais, c'est ça, c'est avant Ringo Starr, ouais. Et justement, on interviewe ce gars et on lui dit mais ça vous fout pas les boules quoi d'être passé à côté des Beatles quoi, de devenir et lui qui dit ah non c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et puis il y avait 2 autres exemples aussi. Il y avait un type qui était dans la bourse, qui gagnait énormément d'argent et puis sa bourse s'est effondrée, il a pensé à se suicider et tout ça. Puis qui dit en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, maintenant j'ai une vie décroissante, je retrouve ma famille et tout ça. Et le 4e exemple, je m'en souviens plus. Et il dit donc voilà, si vous voulez être heureux dans la vie, il faut... c'est quelqu'un qui a perdu au loto, je crois. D'accord. Donc il faut perdre l'auto, il a perdu son ticket de loto. Donc, il avait gagné, mais il a perdu son ticket de loto. Donc il faut perdre son ticket de loto, il faut ne pas être les Beatles, il faut perdre tout son argent et être en prison. Donc forcément ça fait rire, mais en fait ce qu'il explique derrière, c'est que grosso modo, entre un événement à part les événements traumatisants, mais entre un événement très triste, comme par exemple perdre une jambe, et un événement très heureux, comme gagner au loto, en fait il y a une période d'incubation de 3 mois, à peu près, lui il estime ça, avant que le cerveau se raconte une histoire qui permettent de positiver par rapport à ça. Et clairement, il dit, si vous regardez, ils se sont chacun construit, non pas des excuses, mais une façon d'accepter leur vie telle qu'elle est en ce moment. Et c'est le cas, quoi. Oui, je suis batteur, j'ai fini un dé, j'ai rencontré d'autres musiciens, j'ai pu plus exprimer ma propre musique, donc finalement, je suis bien content de ne pas être les Beatles, parce que j'aurais connu tous les déboires de stars, leur carrière, la peur de redescendre, etc. Celui qui a été en prison, alors lui, je sais plus exactement ce qu'il raconte. Pareil pour celui qui a gagné beaucoup d'argent à la bourse et qui se dit d'un coup en fait je peux retrouver ma famille, j'ai moins besoin d'argent, je suis plus obligé d'être constamment en train de travailler, toutes ces choses là, et il raconte ça et je trouve ça très très intéressant, et on est tout le temps en train de faire ça parce qu'en fait il y a aussi un idéal qu'on nous refourgue à toutes les sauces, c'est l'idéal du bonheur qui peut s'atteindre un peu comme une quête de RPG quoi. C'est-à-dire où tu vas collectionner des objets, tu vas avoir une situation et qu'en faisant ça tu vas être heureux, tu vas répondre à une norme de bonheur, alors que c'est vrai que techniquement le bonheur, je sais pas si c'est défini très scientifiquement, mais il n'y a pas de définition pure, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas un seul bonheur. Il y a une question de Dari qui demande si on est conscient de faire de mauvaises choses, on n'est pas normal. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est conscient de faire de mauvaises choses. D'ailleurs, ça peut être aussi un autre narratif, ça de s'enfermer dans le rôle de méchant, de s'enfermer dans le rôle d'être le vilain petit canard, dans le rôle d'être un salaud, de pas être la bonne personne. Justement, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus de la prise de conscience. Tu dis que le bonheur se définit pas scientifiquement. Je pense que par contre,
il s'intensifie avec la prise de conscience. Comme je te Ouais. disais, moi, mon cas, typiquement, je trouvais tout absurde. Bah ouais, bah ok, je prends conscience que les choses sont absurdes. Je commence à l'accepter et je commence à vivre avec. Et d'un Mm. seul coup, je suis plus heureux. Et scientifiquement, ça se vérifie vachement avec la méditation, qui est un outil assez fantastique. Et justement, il n'y a rien de pire que la méditation pour se mettre à réfléchir sur ce qu'on est en train de C'est penser clair. sur le moment même et sur ce qui se passe en nous, que ce soit des choses négatives que des choses positives. Et quand tu regardes ce que font les neuroscientifiques en foutant les espèces de casques chelous sur les moines, sur des étudiants qui pratiquent la méditation, ben, on se rend compte que leurs ondes gamma sont à fond, que leurs zones de la compassion, du bonheur, enfin les zones dans le cerveau qui sont responsables, sont à blinde, sont vachement plus développées que les autres parties. Et forcément, comme ces choses-là sont plus développées, bah, c'est un peu comme s'il y avait un envahissement de bonheur qui prend le dessus sur les idées négatives qui sont toujours là. Mais forcément, le cerveau, bah, quand il y en a plus d'un côté, il préfère se concentrer sur ces choses-là. Je pense même à un exemple assez basique que tout le monde a dû vivre une fois dans sa vie, c'est un moment où on est profondément triste, on se sent vraiment extrêmement mal, et puis on s'arrête 2 minutes pour penser à sa tristesse, s'autoriser à être triste pour une fois, et pas juste se dire c'est mal d'être triste, il faudrait pas que je sois triste, et juste s'autoriser à être triste et se mettre à pleurer, et se rendre compte que d'un coup il y a un tas d'endorphines qui se libèrent, et ça va mieux. Et on a l'impression d'un coup qu'on atteint une forme de joie là. Et d'euphorie, et d'euphorie alors qu'on est triste. Et c'est ça. Mais typiquement pour moi, ça c'est la clé. Et peut-être pas justement vers le bonheur. Alors là, je vais faire mon philosophe un peu rigoureux, mais peut-être plus vers la joie du coup, parce que des fois, classiquement dans la philosophie, c'est pas toujours le cas, mais on met la joie au-dessus du bonheur parce que c'est l'acceptation et pas le plaisir, mais ça justement une espèce de béatitude, de bonheur du sage, de ressentir un plaisir à être ce qui se passe et à vivre ce qui est, que ce soit justement une grande tristesse ou un grand plaisir. Et la joie, justement, ça peut aussi être vu comme ça, comme accepter ses peines, les vivre sereinement. C'est ça. Enfin, c'est plutôt du coup le terme d'être serein qui est sûrement plus juste que d'être heureux. Parce qu'après, on peut être heureux comme ça, quoi. Bah oui. Même quand on est très déprimé, ça arrive d'être absolument, heureux ça peut être des 5 minutes, quoi. Bien sûr. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos sur Doxa, c'est que tu parles de philosophie personnelle, mais il y a une vraie dominante de sociologie. Moi, tu vois, je te classais moins dans la philosophie que dans les sciences sociales, sociologie. C'est un de mes grands kiffs, tu vois, la socio. Encore une fois, c'est le genre de choses qui me provoquent des petits guillis partout dans le ventre quand on parle de sociologie, des choses comme ça. Et maintenant qu'on parle de bonheur, est-ce que justement cette idée de bonheur, de quête personnelle, qui est une quête qui est profondément intime, ça peut avoir des répercussions sur la vie en collectivité, ou est-ce qu'au contraire ça ne va pas à l'encontre de la recherche d'un bien commun? Honnêtement, ce que je pense, c'est que si, en essayant d'être plus heureux, tu vas aller vers le bien commun. Donc, ça, c'est moi ce que je pense. Que c'est peut-être pas vrai. Mais après, ce qui se passe au niveau du collectif, c'est que clairement, en général, ça peut t'amener à être plus malheureux parce que tu es marginalisé par la société. T'es pas intégré dedans. Voilà, il suffit de 2 secondes décrocher de la norme et personne n'est dans la norme. Je sais plus si Pouillou peut sortir la référence, mais il y a une référence excellente là-dessus d'un quelqu'un qui veut être absolument normal et qui du coup va au McDo 2,1 fois par semaine. Qui essaye de rentrer absolument dans les statistiques. Je trouve l'idée excellente. C'est impossible d'être normal. C'est une expérience qu'on peut trouver où, ça? Non, c'est un livre, mais je pense que Pouillou connaît la référence. Moi, je l'ai oublié là, et je pense qu'il a dire dans le chat s'il écoute toujours. Mais voilà, personne ne peut vraiment être normal, et je pense que là, clairement, il peut y avoir de la souffrance par rapport aux attentes des autres, par rapport aux attentes de la société, et déjà, se débarrasser de ça, soit c'est un vrai bonheur pour nous, quoi. C'est là où on commence à être déjà plus serein, et après on peut aller un peu plus vers les autres, on peut aller un peu plus, dans mon parcours personnel, c'est exactement ça qui s'est passé, puisque j'étais tellement renfermé sur ce que je ressentais et sur les douleurs que je ressentais et sur le fait que ma vie était nulle et que les gens sont nuls et que la société c'est nul et que machin, etc. Parce que voilà, le monde il est pas beau, il m'en veut personnellement, je pensais toutes ces choses là, que à partir du moment où j'ai commencé à régler mes problèmes personnels, j'ai commencé à être plus capable d'empathie, d'attention, d'écoute vers les gens et de me tourner vers les autres, de commencer à m'ouvrir, je pense que clairement s'il y a un lien à mon avis. C'est exactement ce que dit Dari, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Le bonheur perso, il se transmet à la communauté. Quand tu souris, tu offres quelque chose de réconfortant à celui qui te voit. C'est aussi, il prend ça pour de la provoque, mais bon,
wesh quoi. le wesh quoi, d'accord. Et du coup, il a dit John Doe dans J-Pod de Douglas Copeland. Voilà. Ouais, on mettra la personnage. référence la référence sera dans la description du podcast sur le forum et normalement sur YouTube aussi. Qu'est-ce qui t'enrage, toi? Qu'est-ce qui te met en colère aujourd'hui? Quand je rate la cuisson de mes œufs. Non, vraiment, en plus, Fais c'est ça, peut-être la d'accord. chose qui m'enrage le plus. Non, j'essaye justement de me calmer et de moins réfléchir à ce qui m'enrage, de plus réfléchir à ce qui m'enthousiasme et à ce qui me donne envie de continuer. Mais parfois, c'est lié. C'est-à-dire que ce qui m'enthousiasme, par exemple, c'est d'aller plus vers, personnellement, plus de bien commun, et plus d'empathie, plus d'écoute, plus d'attention. Et quand je vois des choses qui vont dans le sens inverse, ça a tendance, du Ouais. coup, enfin, c'est logique, à m'énerver. Ce qui Par m'enrage un exemple. peu, c'est... Bah là, je pense que ça va faire écho un peu à la vidéo de la démocratie. C'est pas du Je tout pense pour que ça tu je te veux pose la absolument question. poser cette question. Une passivité qui est énervante. Et on y reste, parce que comme je disais, on croit à des histoires comme ça, sans forcément aller dans la religion. Mais quand on nous dit que bah, c'est pas pour nous, que de toute façon on est juste spectateur, juste regarder sa télé, c'est ça que j'aime beaucoup Ouais. dans Internet, ça change notre rapport à la création. Et ce qui fait qu'un petit type comme moi, aujourd'hui, peut créer, alors que j'en aurais été incapable Pareil. auparavant. Pareil. Et c'est un peu d'ailleurs le cas de quasiment toutes les personnes intéressantes qui sortent d'Internet ces dernières années. Et il va y en avoir encore plus avec la nouvelle génération, je pense. Mais c'est parce qu'on change de rapport, on devient acteur et on se rend compte que ah, c'est possible. Ouais. Ah, donc je peux le faire. Je peux prendre la parole et Exactement. J'en parlais même hier dans une soirée avec des amis là, et on discutait justement du bricolage. Et alors, je m'estime comme une personne assez indépendante et capable de comprendre justement, d'avoir ce réflexe de bah du coup je vais le faire. Et pourtant le bricolage, j'avais tendance, un truc est cassé chez moi, bah je rachète. Ouais. Je réfléchis absolument pas parce que bah, le bricolage pour moi, il faut une formation, il faut être manuel. C'est à l'inverse de ce que je suis, c'est pas possible. Et en fait, bah non, je me suis rendu compte qu'avec un scotch, un bout de bois et une vis, tu fais des trucs mais absolument formidables. Et rien que ça, quoi, c'est génial de se rendre compte de temps en temps que ah, en fait, si j'en suis un petit peu capable, je peux faire les choses par moi-même. Ouais. Mais je crois qu'on devient adulte à partir du moment où on comprend que les garagistes, par exemple, prennent beaucoup d'argent pour faire un truc que toi, en bossant un peu, tu pourrais faire. Et enfin, garagiste ou n'importe quelle autre profession en fait. Bon, mais ça, limite, c'est un truc, tu vois. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la dernière vidéo, c'est que tu montres bien que cette déresponsabilisation, elle passe aussi par la vie politique et qu'elle est aussi mise en place par un système politique en l'occurrence. Et que tu t'as pris l'exemple de Emmanuel Macron, tu as pris l'exemple du traité européen, de la Constitution de 2005, pour laquelle le référendum en France avait donné résultat ou non, et qui est repassé après sous la forme du traité de Lisbonne. Oui, c'est ça. Et c'est les 10 ans d'ailleurs, c'est les 10 ans là. Ah ouais, c'est effectivement, les 10 ans bon anniversaire le référendum. C'était, à l'heure où on enregistre, c'était il y a quoi, il y a une semaine, non? Un truc comme ça, c'était fin mai. Je crois que c'était le 29 mai, je crois, justement, j'ai sorti ma vidéo le 30 mai, je me suis dit, c'est merde, ça. Un jour près, je crois que c'était le 29 mai, il me semble. Les 10 ans. Bah oui, mais ça, typiquement, c'est un exemple qui est incroyable, quoi. C'est limite fou ce qui s'est passé. Et ce qui est dingue, c'est que justement, il y a eu en France, parce que il y a eu 2 pays, je crois, c'est la France et l'autre, je sais plus, c'est l'Irlande, je crois. Ouais. Pays-Bas, je crois. Pays-Bas, ouais, je sais plus qui avait dit non, mais et tous les autres avaient dit oui. Et en France, il y a eu un vrai, il y a eu les associations, le collectif, les gens se sont vraiment emparés de la question. Et il y a eu un vrai débat, pas dans les médias, mais en dehors des médias. Dans la collectivité, quoi, qui s'est fait, et ce qui fait que c'est arrivé à ce résultat qui a surpris tout le monde, les politiques en premier, quoi. Et du coup, c'était une vraie victoire citoyenne et démocratique pour le coup. Tout le monde était fou de joie, et il y a le monde diplomatique ou Acrimed, je sais plus, qui récemment a dit que c'était l'événement le plus dingue, l'événement politique le plus citoyen de ces 10 dernières années, et clairement c'est ça. Et 2 ans plus tard, hop, on demande au parlementaire parce que de Lisbonne. Et pourtant, ce sont nos propres représentants. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu, je crois que c'est Acrimed aussi, si les gens devaient revoter, ils voteraient encore non aujourd'hui. Mais regarde, là, on parle d'un événement et d'un traité européen. Est-ce que tu es capable de me dire comment fonctionne l'administration européenne ? Ah, c'est très très complexe, c'est vraiment très très complexe, quoi. Ouais, non, tu vois, enfin c'est pas, même moi qui j'ai même fait des études même de moi projet européen, je comprends un peu comment ça fonctionne maintenant, mais c'est un bordel, pas possible, quoi. Et c'est un système qui devrait pas être, enfin je sais pas, après je pense que chacun a sa conscience politique en l'occurrence, mais quand tu es dans une démocratie représentative, quel que soit l'échelon,
toi, en tant que citoyen, tu dois pouvoir avoir les armes pour comprendre comment ça fonctionne, quoi. Enfin, a priori, l'arsenal. Normalement, il y a administratif fait que l'éducation civique au collège, mais on se souvient tous que c'était une purge. Oui, Donc, c'est clair. voilà, et qu'on pas à avait grand tous chose. sauf envie de faire ça, quoi. Il y a les élections des délégués, et je pense que les élections des délégués, c'est parfait parce qu'on dit souvent que c'est fait pour nous apprendre la vie démocratique. Et moi, alors là, c'est un peu en mode cynique troll, j'ai tendance à dire que c'est bien vrai, puisque je me souviens, ce sont les gens les plus beaux et les plus populaires qui sont élus, et pas du tout forcément ceux qui sont le plus capables d'aller changer les trucs. Et ceux qui en ont d'ailleurs l'envie se disent que de toute façon, ça sert à rien, puisqu'ils pourront rien vraiment changer, puisque t'as un pouvoir qui est extrêmement limité quand t'es délégué de classe. Et du coup, je trouve que cet exemple est en fait assez parlant et assez rigolo, quoi. Et alors, il y a pas mal de questions qui arrivent sur l'utilité du vote, par exemple. Est-ce que voter, ça sert à quelque chose? Alors personnellement, je ne vote pas. Ils sont morts dans la défense de leurs propres intérêts. C'est absolument pas dans les nôtres. Mais on a souvent cette idée un peu... Parce que ça fait partie du roman national aussi, la Révolution française. Pour le coup, c'est un narratif de la société française. C'est le roman national. C'est le fameux la démocratie, de dire qu'on est en national. démocratie. D'ailleurs, on ne l'est pas du tout, quoi. C'est une démocratie représentative qui est... on est loin d'une démocratie au sens du... Même elle n'est pas représentative. Il y en a qui parlent d'oligarchie, le terme est violent et fort, mais je pense que c'est peut-être plus vrai. En tout cas, étymologiquement, si on s'en tient à la définition du mot, clairement c'est ça. Actuellement, c'est un gouvernement plutôt oligarchique et représentatif. Mais pour reprendre ton idée que voter ça sert à rien, si personne ne votait, qu'est-ce qui se passerait? Justement, ça serait bien les politiques perdraient tout pouvoir. Ils ont plus besoin d'eux que nous avons besoin d'eux. Après, les gens ne s'arrêteraient pas juste de voter en mode on arrête tous de voter et tant pis la politique, l'État s'effondrait. Ça se passerait pas comme ça. Si les gens arrêtaient de voter, parce que moi derrière ce que je défends c'est une prise de conscience qu'il faut pas passer par le vote pour changer les choses et qu'il faut plutôt s'impliquer soi-même personnellement dans des choix de vie et s'impliquer dans la vie civile et associative, et donc créer des collectifs et des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement si les gens arrêtaient de voter, c'est qu'il y aurait eu d'autres choses qui commenceraient à se créer ailleurs et qu'on n'aurait plus besoin de ces choses-là et ça réformerait la chose, soit par une forme de révolution, soit par une chose beaucoup plus passive et beaucoup plus douce, ce que j'espère. Honnêtement, je suis pas un partisan de la révolution, j'attends pas le grand soir. Je suis plutôt dans le changement progressif des choses, étape par étape. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu mettrais comme système à la place? Du tirage au sort là c'est très intéressant. Tout est assez intéressant dans ce qui se dégage. Clairement je sais pas trop pour le moment. Il y a à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit les micro-états c'est très bien, je fais ah ouais c'est vrai, ça a l'air intéressant. Quand quelqu'un me dit c'est plutôt ça, ah ouais ça a l'air vraiment intéressant. Clairement pour moi l'une des meilleures choses ce serait effectivement du tirage au sort avec un examen au préalable, un peu comme il y avait dans la démocratie grecque. Anti-grec, ouais. Où tu as un examen, mais c'est même pas un examen en plus pour vérifier que tu as les compétences. Non, c'est un examen pour voir si t'es pas fou, si t'es pas cinglé, déjà pour trier ça. Que ce soit sur si tu as envie de participer, donc tu t'inscris sur ces choses-là pour être tiré au vote. Et ensuite, que ce soit un vote totalement aléatoire, que la constitution derrière soit écrite par le peuple et qu'elle délimite le pouvoir de ces gens-là, quoi. Mais alors comment tu fais pour avoir une constitution écrite par le peuple? On est 60 millions, ça fait un livre d'or gigantesque. Il y a plusieurs alternatives. C'est clairement tout le monde n'écrira pas quelque chose dessus. Mais alors comment tu fais des outils de débat. Il y a des, dans les sources que j'ai données dans le Doxa, il faut aller voir ce qui se passe dans les ateliers constituants. Et on peut imaginer des milliers d'ateliers constituants et des idées qui ressortent à la fin de tout ça, quoi. Une idée générale qui ressort de dizaines de groupes. Il y a un exemple dont j'ai pas voté qui est pour une loi sur la médecine. Alors justement, il y a une boulangère, il y a un prof de maths, des gens qui s'y connaissent pas forcément. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petits groupes de 10, c'est des tables qui discutent, qui ressortent des idées. Puis ensuite, il y a une centaine de personnes. Donc on regarde ce que la centaine de personnes, donc 10 groupes de 10 sont sortis, puis après 1000. Et on pourrait imaginer qu'il y ait qui est ça un peu partout en France, dans chaque université, j'en sais rien, dans chaque mairie, qu'il y ait des événements comme ça et des semaines de débat pour que les gens aussi aient le temps de travailler les dossiers. Et ça permet de noyer, du coup, s'il y a une table, il y a un mec qui est très fort et très charismatique et qui arrive un peu à diriger les devrait autres, se diluer. C'est pas grave parce qu'il y aura une centaine d'autres tables. Après, le contre-argument qu'on peut trouver à ça, qui est aussi intéressant, c'est de dire mais du coup, ça veut dire quand il y aurait une idée géniale, on pourrait tomber dans un certain conformisme. Quoi. Mais il y a plein de choses à expérimenter en fait. Je pense que pour le coup, ce que fait Chouard, alors je sais que Chouard est polémique en général, plutôt. mais par contre, ce qu'il fait, clairement, c'est juste génial, quoi. Il prend des gens et il leur fait écrire la Constitution, quoi. Il fait des ateliers constituants. Et si vous avez envie de vous demander comment ça se passe, je pense que le mieux, c'est encore d'y participer. Moi, ça fait un moment que j'attends de pouvoir participer à une chose comme ça.
Et j'ai vraiment hâte, quoi. Là, je sais que bientôt, je vais pouvoir participer à alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu. C'est par rapport aux monnaies libres justement et en fait tu joues avec des bonbons et justement ils vont nous distribuer des bonbons et on va faire une économie avec des bonbons et on va voir quand est-ce que ça bloque, quand est-ce qu'en fait à un bout d'un moment plus personne n'ose donner de l'argent donc la monnaie se bloque, quand est-ce que quelqu'un commence à accumuler trop de richesses et les autres et des jeux comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont en fait tout autour de nous de vulgarisation et pour comprendre comment ça fonctionne. Après, clairement, ce que j'invite surtout, c'est aller voir des sources, aller vous renseigner, faites-vous vos propres idées et restez ouverts. Clairement, moi, je suis dans le doute sur ces questions-là. T'as pas de vision arrêtée en fait. J'ai pas de vision arrêtée du tout parce que pour moi là il faut inventer les choses et il faut qu'on le fasse ensemble justement. Faut pas laisser d'autres les inventer à notre place et que ça nous plaise pas encore. Est-ce que tu as vu ce qu'il se passe en Suisse avec le système de démocratie? Ça c'est encore des questions qu'on reçoit sur le chat dans les commentaires. Est-ce que tu as vu ce qu'il se passe en Suisse bien sûr. avec le système de démocratie qui est pour le coup qui est pas loin de la démocratie directe, qui est semi-direct. Bah après il est toujours dans le cadre d'un gouvernement représentatif quand même. Donc il y a quand même une forme derrière il y a quand même une forme qui n'est pas totalement démocratique au sens pur, mais c'est le meilleur système européen actuel, quoi, de très loin, puisque il suffit d'une proposition générale pour que y ait un référendum qui soit appelé. Après, ce que j'interroge aussi en tant que système politique, c'est pas que le vote, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est aussi le système médiatique derrière. Parce que je pense que les Suisses sont aussi encore influencés énormément par leur télévision et par ces choses-là. Et là, mais à moi, avec l'avènement d'Internet, ces choses-là vont commencer à se minimiser. Il y aura toujours des gens qui regarderont des grandes chaînes, il y aura toujours des contenus qui sont faits pour appâter et pour balancer des idées derrière plutôt démagogiques, etc. Mais avec Internet, je pense qu'on va commencer à peut-être plus creuser le fond des choses. Et que ça devrait légèrement se calmer à ce niveau-là. Alors ça c'est une vision effectivement qui peut être envisagée pour la suite sur Internet, mais tu peux très bien te dire aussi que ceux qui vont faire des chaînes sur Internet, c'est des gens qui vont vouloir en vivre. Pour faire du contenu de qualité, du contenu régulier, tu vas devoir en vivre et tu vas devoir trouver des entreprises qui vont payer et ces entreprises peuvent très bien te dire écoute là ce serait bien que tu favorises mon candidat, je vois très bien ce que tu veux dire. Campagne du mec machin. C'est ce qui arrivera, c'est ce qui est déjà en train d'arriver, je trouve. Il y en a, moi je vois de plus en plus de vidéastes j'ai commencé il y a 2 ans quand on commençait, je me souviens, je crois que Norman commençait à gagner un SMIC, il y avait eu un journal de M6, exact, je devais être à Doxa 1 ou 2, donc c'est vraiment le truc tu imagines même pas pouvoir gagner ta vie comme ça, et maintenant je vois de plus en plus de vidéastes qui clairement commencent leur carrière en se disant je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça, et qui partent avec cette envie profonde derrière. Et je pense que ça va être de plus en plus le cas. Et effectivement, quand les sociétés de production commencent, parce que la télé, demain, ce sera du streaming sur le net, on le sait, quoi. Ça commence déjà à être le cas. La plupart des contenus de Canal+, etc. arrivent sur Internet. Le Plus, ça marche extrêmement bien, et ce genre de choses. À ce moment-là, effectivement, il y aura toujours des contenus produits, et il y aura aussi une professionnalisation des gens qui va parfois passer par une standardisation des contenus. Je trouve que ça se voit déjà un petit peu. Tu trouves ? Bah ouais, parce qu'on a tendance à dire que sur Internet, on est indépendant. J'en vois beaucoup qui disent c'est bien sur Internet, je suis vraiment libre, mais qui cherchent à comprendre l'algorithme de YouTube, par exemple, pour créer un contenu qui sera mieux référencé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu regardes ces derniers temps, en ce moment, ce qui marche sur YouTube, c'est les top 10. Oui. Et il suffit de voir la chier de top 10 qu'on a, quoi. Et dans des chaînes qui parfois n'ont rien à voir avec les tops, n'ont rien à voir avec les anecdotes ou des choses comme ça. On a une chier de top 10. On a que ça, quoi, en ce moment sur YouTube. Et si demain les top 10 l'algorithme dit non, il y en a marre et commence à les plomber, je suis sûr qu'il va y en avoir beaucoup moins. Donc là déjà il y a une influence même par le moyen qu'est YouTube derrière, parce que Google dit en ce moment c'est ça qui marche, donc on va mettre les trucs mettre les trucs en valeur, donc ils font un peu la pluie et le beau temps en fait. C'est ça. Ils orientent le contenu qu'on peut et du coup quand on revient, alors ça peut être juste changer un titre pour être mieux référencé, ça tout le monde le fait, il a toujours fait, c'est pas très grave en soi tant que ton contenu reste le même, mais il y en a, ça influence carrément leur écriture puisqu'ils se mettent à écrire un épisode de top 10, si moi je voulais faire un épisode de top 10, clairement ça changerait de Doxa habituel, quoi. Je ferais un top 10 des concepts épicuriens ou j'en sais rien, et ça serait complètement différent. Là ça influencerait mon écriture, je me sentirais un peu influencé et ça me mettrait peut-être un peu mal à l'aise. Mal à l'aise, Il y a une question de Akorairil sur le chat, attends, je vais ne pas planter sur le pseudo, ça sera coupé ça. Exemple de chose qui sera coupée. Akorairil, je crois. Ok, donc question de Akorairil qui est quels auteurs ont influencé ta vision de la politique? Ma vision de la politique. En fait, pour le coup, autant ma vision philosophique vient vraiment de pas mal d'auteurs et de réflexions personnelles et d'auteurs, parce que j'ai grandi avec Spinoza, Nietzsche,
Camus, etc. Donc philosophique. Mais politique, pas vraiment. Je m'intéresse assez peu à la philosophie politique finalement. Alors j'en ai lu, hein, bien évidemment. Je pense que Spinoza, encore une fois, est très très bon, et c'est ça qui est assez marrant sur la démocratie, parce que je l'ai beaucoup utilisé dans le doxa. Je trouve que c'est un qui a une des visions les plus justes, puisque Spinoza cherche pas, c'est pas un auteur, pour lui la morale déjà, là, il n'existe pas, il cherche pas le bien et le mal, il cherche pas à se dire je vais défendre la démocratie parce que ça a l'air mieux. Non, lui il réfléchit à partir de la nature humaine, et du coup il se dit vraiment, bah voilà, les êtres humains sont des êtres de passion. Donc, on va voir quel système est le meilleur par rapport à cet état de fait. Donc, il n'est pas du tout dans la logique de tiens, je veux absolument améliorer les choses parce que c'est bien. Il n'est pas dans une vision idéaliste. Et en fait, il se rend compte que la monarchie, qu'est-ce qui se passe ? C'est un roi, ok, mais il peut pas gouverner le pays à lui tout seul, c'est trop complexe. Et ça se voit, il a une cour, il a des conseillers. Donc, en fait, la monarchie, c'est une aristocratie. Déjà, parce que finalement le roi il peut être influencé par sa femme, par ses conseillers, et d'ailleurs la plupart des rois ont été influencés, puis si le roi est tyrannique ça devient n'importe quoi, et le peuple défonce la monarchie, finit par en avoir marre, et le roi se fait assassiner, etc. On l'a déjà vu dans l'histoire, qui dit bon ce système là n'est pas stable. Après il regarde l'aristocratie, il dit que ça peut être intéressant, mais le problème c'est que les aristocrates, tout comme le peuple, sont susceptibles d'être corrompus, sont susceptibles d'être pris à leur passion. Enfin, c'est ce que je montre un peu dans le doxa. Et je dis, voilà, regardez un peu les affaires qu'il y a autour de nos Sarkozy, Cahuzac. On comprend bien vite que c'est pas l'intérêt du bien commun, que c'est pas la grandeur ils sont pas dans la grandeur de l'âme, mais dans la grandeur du politicien de faire les choses nécessaires pour nous parce qu'on n'est pas capable de comprendre. Je pourrais encore comprendre cette idée-là que, écoute, je m'y connais, tais-toi. Pourquoi pas ? Mais non, on se rend bien compte qu'eux aussi sont animés par leurs passions et les intérêts les plus humains, personnels. En fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, il en vient à dire, en fait, c'est la démocratie le meilleur système. Et bon, je vais pas détailler parce qu'après c'est très complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le livre n'est pas achevé de Spinoza. Alors, il y a deux théories. Soit c'est parce qu'il est mort avant, ce qui est fort probable quand il a écrit. Soit, et on commence à en douter, c'est aussi parce que il savait pas trop. Puisque c'est impossible de savoir tant qu'on n'a pas vraiment eu d'exemple concret, quoi. Donc il y a même moyen que Spinoza lui-même, qui est quand même un type assez intelligent, je pense, ne sache pas comment. Ne savait pas trop comment ça allait. Il pense que il y a pas meilleure solution parce que Spinoza pense pas le peuple comme une chose comme ça. Comme un bétail un peu. Il pense ça vraiment. Il pense la masse. Il pense la multitude. C'est une chose qui va enchaîner des conséquences, c'est-à-dire que d'elle-même elle est en constante mutation comme un organisme en fait, et ce que ça veut dire en fait c'est que typiquement on le voit aujourd'hui, la plupart des gens se sentent dépolitisés parce que nous sommes dépolitisés. Si demain on tombe dans une démocratie directe, ça va peut-être être un peu douloureux au début parce qu'on va commencer à galérer, on ne sait pas trop comment faire, mais la nouvelle génération qui va être éduquée du coup comme ça à prendre la parole, à réfléchir aux citoyens, à réfléchir au bien commun avant ses intérêts propres, à comprendre les règles de ce nouveau mécanisme, ça va logiquement et de façon très fluide en fait influencer et créer de nouveaux déterminismes qui vont amener ces gens à être des citoyens, à réfléchir au bien commun. C'est pour ça que j'encourage personnellement dans mes idées politiques les sociétés de partage et de collaboration, et que des idées comme le revenu de base ou les monnaies libres ou le libre me paraissent primordiales, pas parce que ce sont des idées qui me plaisent au sens idéaliste, mais parce qu'elles changent ta façon de penser, exactement comme Internet a changé notre rapport. Façon de considérer la connaissance, de considérer la production. Tous les deux on parle aujourd'hui, c'est parce que Internet existe. Sans ça, on serait probablement, on ne penserait même pas à prendre la parole. C'est parce qu'on a commencé à regarder sur des forums, on a vu des mecs qui mettaient des trucs, donc on s'est dit tiens moi aussi je veux taper mon petit machin, et puis on a tapé notre truc qui coulole, on s'est pris une tape dans la gueule parce qu'on a écrit un truc super moche, et du coup ils nous ont dit non mais t'écris pas comme ça, donc on a commencé à écrire un peu mieux, puis on a commencé à avoir des pouces verts ou j'en sais rien, ou des gens qui nous disaient ouais super ton message, et ça nous a donné envie d'approfondir, et en fait par un cercle vertueux comme ça qui s'est juste fait dans l'application de devenir un meilleur, je sais pas, contributeur à un forum, on s'est retrouvé à être créateur de contenu. C'est quand même dingue cette évolution. C'est le fameux cycle du hater, je crois, où tu commences tes haters. C'est Benjamin Bayard dans l'Internaute 2, je crois, qui en parle dans une conférence qui s'appelle La maturité de l'internaute, et c'est très 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 juste. Comment des gamins, des kikoulols de 13 ans deviennent des créateurs sur Internet, quoi. Et tu regardes notre étape, enfin moi j'en parle souvent avec Antoine Daniel, Wendo, Pouillou, etc. On est tous comme ça. On a tous commencé comme ça. Commencé en étant un peu bien sûr des kikoulols. Tu fais ressortir des souvenirs extrêmement douloureux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les choses d'elles-mêmes
se conditionnent, s'influencent. Spinoza pense comme ça. Et donc pour lui, si les institutions sont démocratiques et cultivent plus l'espoir que la crainte, l'espoir qu'on va aller vers le bien commun et cultivent ces choses-là, et en font les narratifs, justement, les histoires qu'on nous raconte et ils nous disent, mais non, vous pouvez avoir une influence, vous êtes acteur de la société, vous pouvez décider en allant vers le bien commun et en mettant ces valeurs au centre des valeurs de la société, et bien à partir de là, on va tomber dans une société naturellement, logiquement, presque mathématiquement, dans une société collaborative, participative. Là, ça c'est en ça que j'ai des idées politiques. Et pour qui l'instant, m'inspirent. est-ce que du coup, toi, la raison pour laquelle on revient sur l'idée, la raison pour laquelle tu ne votes pas, est-ce que c'est parce que tu considères que aucune personnalité politique ne peut installer ce climat-là? Et justement, je ne pense pas ça. C'est ce que je dis dans le doxa. Il y a l'UMPS, comme dit Marine Le Pen, mais il n'y a pas que ça en fait, parce que ça serait trop facile de résumer les choses comme ça. Marine Le Pen et Mélenchon, donc les deux extrêmes, sont dans le même bateau, et même le Parti Pirate, qui personnellement, si je devais voter, je voterais pour le Parti Pirate, qui rejoint le plus mes idées, donc des petits ensembles plus vertueux, plein de gens de bonne volonté et plein d'idéalisme, en fait, doivent jouer le même jeu. C'est-à-dire le jeu du spectaculaire, de la démagogie. Sinon, de toute façon, ils ne gagnent pas, ils font 1%, et c'est ce qui se passe avec le Parti Pirate en général. Ils font 1% et laissent tomber. Donc ce qu'il faut, c'est que tu sois présent médiatiquement, et que tu fasses, du coup, tu parles de la burqa, que tu parles des sujets du moment qui sont parfois complètement à l'inverse de ce qui se passe dans le pays, ou qui sont complètement farfelus, voire racistes, voire sexistes, voire... Ce que tu vois dans les médias, c'est que tu vois des sujets qui, a priori, sont de l'ordre du fait divers, et qui cristallisent l'attention. C'est ça. Il y a le... Comment il s'appelle cet exemple? Ah putain, mais pourquoi j'ai tous les noms? Le pain au chocolat, Copé, je sais pas. Mais non, le vieux monsieur, j'ai failli utiliser cet exemple en plus dans Doxa. J'ai oublié son nom, putain, j'oublie tous les noms là, c'est incroyable. Je l'ai pas non plus, je suis désolé. Qui est un vieux monsieur qui, justement, avant 2002, s'était fait taper la figure par deux types dans son petit village. Et ça a balancé juste avant le vote tout un élan national, une émotion intense par rapport à ce vieux monsieur qui s'était fait casser la tronche. Et sur l'insécurité. Et on pense que c'est pour ça que Jospin n'a pas fini au second tour. Juste par rapport à cette histoire, à ce fait divers. Alors en plus, ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, dans l'enquête, même si ça n'a pas été tranché, on est quasiment sûr que ça a été un coup monté et que le type s'est fait casser la gueule. Probablement par des gens proches soit de Le Pen, soit de la droite, soit on ne sait pas, mais il y a vraiment derrière... Il y a un côté House of Cards en fait, il y a un côté qui est vraiment House of Cards, quoi qu'il arrive dans une élection, quoi. Mais je pense que si les gens adorent House of Cards justement, ou Game of Thrones, ou des intrigues comme ça, c'est parce qu'on se rend bien compte à quel point elles sont vraies, quoi. Et puis on a tous comploté, on sait ce que c'est quand en primaire on veut pas que lui sorte avec cette fille parce que nous on en a envie ou je sais pas quoi. On complote un petit peu, on voit ce que c'est, donc on sait tous que... à partir du moment, c'est Rousseau qui dit ça, qui dit que peu importe la vertu d'un homme, si on lui donne un pouvoir, il va être tenté d'en abuser un jour. Mais même si c'est pas pour lui, ça sera peut-être pour sa fille, pour un ami qui en a besoin, etc. C'est ce que tu veux dire, Et c'est pour ça qu'il faut, selon moi, avec la Constitution, limiter au maximum les pouvoirs, même dans une démocratie directe. Si un jour il y a des personnes qui doivent nous représenter, suite à une suite logique, elles doivent avoir un pouvoir minimal, elles doivent rester en pouvoir très peu de temps. Elles doivent être en nombre suffisant pour que si tu veux les corrompre, il faut payer des dizaines de milliers de personnes et donc tu n'auras jamais les moyens de les corrompre. Il faut ces choses-là, que ce soit tellement limité que finalement le seul usage qu'on puisse en faire, c'est je vais vite passer ce que j'ai envie de passer et qu'on en fasse un usage vertueux. Et c'est comme ça en fait que je réfléchis beaucoup personnellement et que Spinoza réfléchit. C'est vraiment dans une logique plus pragmatique pour le coup et déterministe qu'idéaliste. C'est vraiment de penser le peuple comme un peuple, comme une masse qui se conditionne lui-même, qui s'auto-conditionne en permanence, quoi. Et comme je te le disais, avec Internet, on devient créateur. Je pense qu'avec une société collaborative et dans le partage, on sera beaucoup plus naturellement enclin à aller vers le bien commun. Mais est-ce que là, beaucoup plus qu'une société comme la nôtre, d'ailleurs, compétitive, individualiste, où on doit absolument tous être renfermés. On doit un peu limite crever les pneus des autres pour éviter qu'ils arrivent à la place qu'on essaye d'obtenir. Ça, justement, je pense que s'il y a un tel sentiment aussi de dépolitisation et de vide, c'est parce qu'on est dans cette société-là compétitive qui nous pousse à, au lieu d'être alliés, à plutôt nous tirer dessus et à plutôt éviter de se rapprocher et de collaborer, quoi. Et en même temps, tu vois, tu parles d'Internet comme étant un havre possible pour la créativité. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et que c'est un mur d'expression libre qui est gigantesque. Et de plus en plus, pourtant, on se rend compte qu'Internet tombe aux mains de grands géants américains, des grandes entreprises qui se dégagent de
logique démocratique de tout intérêt général, elle se dégage des États, elle se dégage des lois internationales, pourraient imposer leurs lois. Et c'est ce qu'on voit sur Facebook, il y a un tollé à chaque mise à jour, parce que chaque mise à jour de Facebook change un petit peu la façon dont on s'exprime avec les autres. Ça change, quand Facebook change de fonctionnalité, ça change la façon dont on va aborder, par exemple, dont on va cliquer sur un like, dont on va voir les trucs. Est-ce que on n'est pas en train de tomber de Karim Ancilla en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un internet complètement fermé et qui aura un côté peut-être un peu Matrix pour le coup? On sera dans une liberté illusoire. Alors justement, alors déjà je vais donner un lien évident, c'est la campagne Dégooglisons Internet de Framasoft qui explique très bien et qui donne des alternatives, des outils alternatifs qui permettent justement de, soit si on en a envie de se débarrasser un peu de Google dans sa vie, mais aussi qui explique ce que Google est en train de faire. Mais clairement il y a de ça. Internet n'est plus ce petit endroit de forum et de petites communautés. Aujourd'hui on le sait, c'est Facebook, ce sont des ogres. On croit que c'est gratuit mais parce qu'on est les produits. Quand vous cherchez sur un truc sur Google, automatiquement Google sait ce que vous voulez et donc va peut-être vous proposer des produits en fonction. Enfin, c'est pas pour rien que sur les sites vous avez, si vous cherchez en ce moment, je sais pas, vous avez envie de vous acheter un truc pour votre vélo, vous allez avoir plein de trucs sur les vélos de partout, mais pendant une semaine vous allez plus en pouvoir quoi. Facebook c'est la même chose, en voyant ce qu'on like, en voyant ce qu'on aime, ils arrivent à deviner un peu notre vie et à pouvoir nous orienter. En fait c'est du ciblage publicitaire hein. Pour le moment c'est que ça, mais quand tu vois que Google veut créer sa propre voiture sans volant, qu'ils vont créer Google Docteur et qu'ils vont essayer de faire ça, qui sont en train de faire la recherche vers les nanorobots. Alors en plus ça a l'air génial, on se dit on va se mettre des nanorobots qui vont détecter les cellules cancéreuses, Alzheimer avant que ça arrive, sauf qu'on va commencer à ingérer des robots Google dans notre corps. Et qui sont même carrément maintenant en lien, enfin ils ont financé, mais en Tunisie ils ont financé des armées privées, mais ils en sont à des trucs et ils sont dans cette idée peut-être même derrière, je pense, sans tomber dans des délires complotistes, je pense qu'ils sont dans des idées d'État, d'armées privées Google et de choses comme ça, ils sont en train d'y penser. Alors ça n'existait pas il y a... Google ça n'existait même pas il y a 20 ans. Il y a 10-20 ans, 10 ans Google c'était encore en mode, 10-20 ans, 20 ans il n'y a pas de Google. Mais clairement il y a de ça, mais après c'est la même réponse que pour YouTube qui est en train de se standardiser et les contenus, les créateurs culturels, il y aura des choses qui vont se standardiser. Je pense que de l'autre côté, il y aura toujours des petits Gaulois, il y aura des petites communautés qui vont mettre autre chose en c'est place. Ça, mais là on est dans une époque charnière en fait, c'est maintenant que ça va se jouer. Souvent, je résume ça en disant, quelque part, soit ça va aller vers une société effectivement plus collaborative, plus démocratique, plus participative, grâce à Internet, grâce au libre, grâce justement qu'on va prendre conscience de ces choses-là, qu'on va être de plus en plus de créateurs et qu'on va plus collaborer. Soit effectivement on va tomber dans l'inverse, transhumaniste, globalisé, voire même un peu des deux en même temps. C'est déjà un peu le cas et ça risque d'être encore le cas dans les prochaines années et c'est des enjeux à prendre conscience maintenant. Commencer à se dire merde quand même il y a tout ça qui est en train de se passer et il faut rester vigilant. Il y a une nouvelle politique qui émerge pour le moment on se dit que ça va parce que tu te dis c'est Google, c'est rien, c'est juste pour cibler de la publicité. Sauf que là quand tu vois le projet loi renseignement, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. On est en train de légaliser là la surveillance générale de la population. Mais il y en a plein qui disent mais il faut relire 1984 quoi. Ils sont en mode mais ça va pas les gens, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer quoi. Et c'est qu'un début quoi. C'est vraiment qu'un début et il y a beaucoup de choses même qu'on pense moi je pense à un exemple sur la censure sur lequel je rejoins totalement la position de la Quadrature du Net là-dessus. On a tendance quand on voit un truc horrible sur Facebook, genre du sexisme, une image gore, un contenu qui incite à la haine ou vraiment des trucs dégueulasses quoi, on a envie que Facebook censure parce que des fois on a un sentiment d'impuissance de signaler une vidéo et on a envie que Facebook aille dans la censure et on espère que derrière ils vont avoir plus de pouvoir, ce que l'État est progressivement en train de leur décider, de dire oui effectivement c'est chez Google donc c'est Google qui fait sa police. Le problème de ça c'est que incitation à la haine, effectivement, ça veut dire clairement des trucs sexistes, etc. Mais est-ce que quand une féministe gueule un petit peu trop fort parce qu'elle en a marre d'être harcelée dans la rue, elle fait pas de l'incitation à la haine? C'est là que ça devient très complexe. C'est comme la projet de loi renseignement. La défense des intérêts économiques de la France. Est-ce que dénoncer, c'est ce que Bayard dit, est-ce que dénoncer le Mediator ou dénoncer les suicides à France Télécom, c'est pas nuire aux intérêts économiques de la France? Parce que t'attaques quelqu'un qui engage beaucoup de gens. Voilà, la frontière est très floue et ils jouent vachement de ça.
Et c'est là que ça devient très inquiétant. Donc je pense que là, on tombe dans le moment où ça devient critique. Et il va falloir réfléchir dans les années à venir sur ce qui se passe. Je voudrais juste revenir encore une fois sur le fait que tu dises et que tu affirmes que tu ne votes pas, parce que c'est un point de vue qui est très fort, tu vois. Oui. Indépendamment de tout opinion personnelle. C'est plus symbolique d'ailleurs hein, que plus symbolique. Bah oui, clairement. Bah non, déjà je ne voterai pas ou je voterai blanc. Ça c'est comme je t'expliquais, parce que tous les partis sont par le système lui-même obligés d'être non vertueux. Mais alors du coup la question que je te posais c'est comment est-ce que tu fais pour être politique ? Parce qu'il y a en fait on entend deux critiques quand quelqu'un dit je ne vote pas, c'est bon, tu ne votes pas donc tu fais le jeu du Front National. C'est ça. Le fameux jeu du Front National. Ouais, sinon il faut voter utile, c'est-à-dire voter Hollande ou Sarkozy. C'est ça. Et l'autre c'est du coup t'es pas intéressé par la politique de ton pays. Ce qui est vrai, je pense que c'est un message qu'on peut entendre souvent quand des gens ne votent pas. Les politiques en place sont cool, ça fait une voix de moins contre moi potentiellement, ça m'arrange. Donc comment toi tu fais pour être politique ? Moi je suis politique via Doxa, via ce que je fais, via ce que je suis en train de dire maintenant, via des choix dans ma vie de tous les jours, d'être moins sexiste, d'être moins homophobe, d'être moins raciste, d'essayer d'encourager les initiatives populaires, d'essayer d'encourager plutôt peut-être le local, le bio, plutôt Carrefour par exemple. Dans des engagements très personnels comme ça, sachant que moi je laisse couler mon robinet par exemple, c'est un truc que je ne fais pas, mais de l'autre côté j'essaye quand j'achète de la viande, j'essaye de l'acheter local parce que je m'intéresse beaucoup à la souffrance des animaux et ce genre de choses. J'essaye d'acheter mes légumes pas à Carrefour si possible. Je peux pas toujours le faire parce que c'est impossible et quand je vais au restaurant je sais pas d'où ça vient et parce qu'on me dit pas et tant pis. Mais ça déjà, puis après comme je disais être moins... Est-ce que du coup en fait si je comprends bien, toi tu votes mais tu votes sans voter, c'est-à-dire que tu participes à la vie démocratique et à la vie citoyenne à travers des choix, à travers une façon d'être citoyen au quotidien. C'est ça. Et si je comprends bien, en fait, ce que tu dénonces, c'est que pour beaucoup de citoyens aujourd'hui, être politique, avoir une conscience politique, ça se résume à mettre un bulletin de vote. Exactement. Alors après, c'est pas le cas parce que de toute façon, tout le monde fait des choix politiques à partir du moment où tu choisis de vivre. Même sans le savoir. Même l'exemple qu'on prend du feignant qui va vivre dans les champs de blé fait un choix politique en fait et dit quelque chose de la société parce que peut-être qu'il va glander pendant 40 ans et qu'il va revenir avec un message philosophique tellement fort que ça va mettre KO 10 personnes. Et ça, c'est politique pour moi déjà à partir de là puisque ça concerne la vie des autres. Si lui il revient de son expérience et nous dit c'était de la merde ou au contraire c'était très bien et rendez-vous compte de ça, et si ça peut te permettre d'en apprendre plus sur toi-même, t'as quelqu'un qui t'a amené quelque chose. Donc ça pour moi déjà c'est la frontière là, elle est vraiment mais clairement c'est même pas flou, il y a même pas de frontière presque, j'ai envie de dire quoi, entre ces choses là. Après voilà, moi j'essaye avec Doxa là, la démocratie clairement c'est un épisode politique, c'est le seul moyen que j'ai aujourd'hui d'être écouté parce que si je vais voter, je vais voter entre qui ? Soit je fais le jeu du Front National, je vote blanc, soit je dois voter Le Pen ou Sarkozy, mais non, Sarkozy ou Hollande, mais c'est pas du tout mon truc, ou Le Pen ou Mélenchon, mais de toute façon on sait à peu près qu'ils passeront pas, et s'ils passent, ça va être l'autre parti qui va gagner, vu comme le système est fait. Ce que je dénonce, c'est vraiment le système politique, et médiatico-politique d'ailleurs. Parce que, d'ailleurs, c'est Pouillou qui me dit, mais il faut trouver un autre mot, quoi. Il faut arrêter de dire politique, parce que politique, c'est ce qu'on fait nous, les gens. Dès qu'on agit, dès qu'on choisit d'être... la vidéo d'Usul, là, le truc que j'ai trouvé très très bien dans la dernière vidéo d'Usul sur la génération Y, c'est quand il dit ça, quand il dit quand t'as un papa qui rentre chez lui du boulot et qui fait la vaisselle, il fait plus que de lire Le Deuxième Sexe. Même s'il n'a pas lu Le Deuxième Sexe, il fait plus pour le féminisme que de lire Le Deuxième Sexe. Et c'est des petites choses comme ça, en permanence, des petits échos, des petits... qui nous amène à nous développer et à être politique en fait. Et eux ils font pas ça, ils font du spectacle, c'est un métier quoi. Ils sont dans la communication. On sait très bien que tout ce que dit Sarkozy, il le dit parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut dire pour gagner et que c'est ce qui va nous plaire. Il le dit absolument pas. D'ailleurs si c'est toujours eux, c'est parce qu'ils ont les plus grosses campagnes marketing. Parce que ouais non mais vraiment c'est du marketing quoi. Et c'est ça que je dénonce, c'est vraiment ce truc. Et je trouve que le vote continue d'encourager ce système-là. Et plutôt que voter blanc, qui du coup je continue à encourager un truc moyen, etc., je préfère carrément ne pas voter. Et faire d'autres trucs. Et par contre, clairement, derrière, faire d'autres choses. En fait, t'es engagé, quoi. Mais par rapport à ça, juste pour terminer, parce que j'ai vu beaucoup cette critique de dire ouais, mais il y en a quand même une grosse partie qui s'en foutent. Mais je suis d'accord de dire qu'il y en a. Alors déjà, il faut pas stigmatiser tous les abstentionnistes. La plupart font des choses politiques. Enfin, moi, quasiment tous les gens que je connais autour de moi qui sont impliqués dans la vie politique ne votent pas.
quasiment tous. Ouais. Mais oui, je connais quasiment que ça. Ou même, c'est des gens qui des fois me disent qu'ils s'en foutent un peu. Je vais prendre l'exemple d'Antoine, par exemple, qui me dit qu'il s'en fout un peu de la politique. Bah ouais, mais c'est un mec qui est vachement politisé, qui réfléchit énormément sur Internet, qui réfléchit vachement à comment écrire ses vidéos pour éviter de balancer des clichés homophobes, des clichés sexistes, etc. Pour moi, ce mec est 10 fois plus politique. D'ailleurs, quand il fait 1,29 où il balance une idée, il fait 10 fois plus que tout ce que je fais moi. Il fait parce qu'il touche tellement de monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais bon, mais si on prend l'exemple des gens qui s'en foutent vraiment, bah oui, mais ils s'en foutent pas pour rien. C'est parce que le système politique les dépolitise, leur fait comprendre qu'ils sont impuissants, leur montre que c'est trop complexe, les énerve. Il y a plein de gens qui supportent plus les débats télévisuels, quoi. Voir Mélenchon et Le Pen se gueuler dessus pendant 50 minutes sur la viande halal dans les supermarchés, alors qu'on sait qu'en plus que les chiffres, bah, il y en a pas tant que ça, etc. Pendant 1 heure chez Ruquier, c'est énervant et on a envie d'éteindre sa télévision, quoi. C'est pour ça que bizarrement YouTube ça marche de mieux en mieux aussi. Oui, bah oui, aussi, clairement. Et c'est pour ça que derrière, du coup, tu as aussi des appels à l'extrême droite, au conspirationnisme qui sont de plus en plus virulents, parce que les gens, c'est tellement facile. Quand Soral dit la télé, c'est n'importe quoi, des mecs comme Stéphane Guillon, ce sont des gens qui servent le pouvoir, etc. Ou des trucs comme ça. On peut pas forcément lui donner tort, puisqu'effectivement c'est un système médiatique. Le truc, c'est que lui derrière il te fait de la démagogie, il t'explique pas que c'est un système médiatique, politique, et il te donne pas forcément les bonnes solutions, parce que d'un coup lui il va te mettre un autre truc à la place qui est les juifs, Israël, il va te raconter des bobards. Un autre derrière. roman, c'est un autre roman, une autre histoire, quoi. Et c'est là que ça devient stupide. Donc toi en fait par rapport aux histoires et aux romans nationaux, plutôt que de choisir de suivre le roman national de quelqu'un, tu préfères écrire le tien. C'est ça, mais en même temps, je suis celui des autres. On n'y arrivera pas sans les autres, quoi. Moi, je suis pour un narratif de collaboration. Ça, j'y crois, et parce que je l'ai vécu. Je me suis rendu compte qu'en essayant des choses sur YouTube, notamment avec Doxa, j'ai reçu tellement derrière aussi, mais plus que ce que j'ai donné. Je fais juste une vidéo de temps en temps, quoi. Ouais. Et j'ai reçu tellement derrière d'attention, de merci, de gratitude. Mais tu veux pas venir ici, on va créer un atelier philo pour faire ça, pour faire machin. C'est dingue. Il suffit de donner un petit peu pour que les autres, ça y est, ils commencent à donner à leur tour. Je crois beaucoup au don, en fait, vraiment. L'économie du don, de l'attention, ces choses-là, j'y crois énormément. Et je pense qu'on peut être plus dans des logiques comme ça que des logiques marchandes, des logiques où on se met des barrières et de la compétition en permanence. Et puis il suffit de regarder ce qu'Internet a déjà fait, quoi. Le téléchargement, on peut télécharger n'importe quoi. Le libre, les logiciels, tout ce qui est disponible. Vous avez n'importe quoi, il t'arrive n'importe quoi chez toi, tu peux taper, il y a un mec qui a fait un tuto pendant des heures. Des fois de façon anonyme. Wikipédia, cet exemple, moi, me rend fou, quoi. Tu utilisais Picsou quand tu étais plus petit ou pas? Oui, j'ai Tu vois le manuel des Castors Junior ou pas? Oui, je vois. Oui. T'as un smartphone, t'as Wikipédia dessus, c'est le manuel des Castors Junior. C'est ça, c'est dingue. Ça. C'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Même le pire philosophe idéaliste de je sais pas quel siècle qui te disait c'est génial, il aurait pas pu imaginer ça, c'est trop bisounours à imaginer Wikipédia. Et c'est là, ça existe. Ça marche. Et ça tient. Ce qui se passe en ce moment existe aussi, tu vois. C'est ça qui est les gens qui sont en train de commenter, nous qui sommes en train de discuter. Et ça, c'est fort. Et il faut vraiment revenir là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas en train de créer un truc en disant venez me rejoindre dans cette chose-là. Ça existe déjà. Il faut juste s'en rendre compte et l'encourager. Voilà. Exactement. Là, ça, c'est un vrai rôle politique, du coup, de dire ok, je vais plutôt aller encourager des initiatives qui me semblent bonnes. Et simplement, jugez vous-même ce qui vous semble bon, quoi. Et allez-y. Et c'est un moyen de vous repolitiser. Et après, vous pouvez voter à côté aussi si vous y croyez, que vous avez quand même l'impression que ça peut changer les choses, ou peut-être qu'un jour on arrivera à voter le système. Moi, ça me semble absurde de voter la fin d'un système par un système. Ouais, je vois ça ce me que tu semble veux un dire. peu stupide. À mon avis, ça va plutôt se créer autour, de façon alternative. Okay. Aujourd'hui, c'est de plus en plus. Avant, on pouvait pas, clairement. Aujourd'hui, on peut créer des choses alternatives. Le bon exemple, je mets mes vidéos dans le domaine public, je sais pas si tu sais. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un très bon exemple, le libre. Parce que le droit d'auteur, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, j'ai mes droits d'auteur, que je le veuille ou non. Et avec ce contrat qui est les licences libres, j'arrive à me mettre dans le domaine public vivant, à déjà être dans ce que j'aimerais voir. Voilà. D'accord. Et donc ça permet de le faire exister. Et il y a mais tu vas sur internet, tu tapes, tu cherches des choses libres. Il y a des dizaines de milliers de morceaux de musique, d'images, de gens qui travaillent dans le livre, des peintures, des romanciers. Enfin, Pouillot était un écrivain avant d'être un vidéaste. Tous ces romans sont dans le domaine public, quoi. Excellent. Il y a pas besoin d'aller si loin que ça en fait pour trouver. Mais ça, tu vois, c'est un moyen d'être dans le système et en même temps d'être dans. De changer les choses. De changer les choses en incarnant le changement qu'on veut être dans le monde.
Un grand merci à Dani Caligula que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Doxa. Moi j'aimerais savoir ce que ça vous inspire, parce que c'est ça aussi le débat démocratique, c'est ne rien prendre pour parole d'évangile, avoir sa propre conscience critique et politique, constructive aussi. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Comment est-ce que vous feriez pour que la vie politique soit plus simple, plus efficace, et pour que l'intérêt général soit préservé face aux intérêts privés? Ou peut-être que vous préférez que les intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt général. Moi je veux savoir ce que vous en pensez, laissez un commentaire, venez débattre sur le forum, on se retrouve très très vite, des bisous chez vous, ciao.